Et c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, ce soir, Roch Marc Christian Kaboré, de retour à son domicile à Ouagadougou. Une libération surveillée, des militaires entourent la résidence de l'ex-président. Les précisions de notre correspondant dans la capitale burkinabé au début de ce journal. Nous reviendrons sur ce rapport de l'ONG Minority Rights Group. Elle pointe du doigt les exactions commises contre la minorité Batwa en République démocratique du Congo, violentée et chassée du parc national de Kahuzi-Biega par les gardes du parc et des soldats de l'armée congolaise. Nous serons en ligne avec Julie Barrière de l'ONG Minority Rights Group. Et puis nous irons au Rwanda. 28 ans après le génocide des Tutsis, les associations se sont données pour but de préserver la mémoire des rescapés. Interviews filmées, digitalisation des documents, un fonds documentaire est en création. Le reportage à la fin de ce journal. Sa libération était exigée par la CEDEAO, c'est désormais chose faite, ou presque. Roch Marc Christian Kaboré a bien regagné son domicile de Ouagadougou, mais des militaires surveillent le périmètre. Un transfert effectué mercredi en toute discrétion. Ce jeudi, les membres du MPP ont réclamé la libération totale de l'ex-président. Les précisions de Kalidoussi à Ouagadougou. C'est dans un communiqué diffusé mercredi soir que le gouvernement burkinabé a informé que suite à des concertations entamées il y a 3 semaines avec l'ancien président du Faso, ce dernier a pu regagner son domicile familial. Mais selon nos informations, bien que l'ex-président Roch Kaboré ait regagné son domicile familial, il ne s'agit pas de remise en liberté. Il se trouve toujours en situation de résidence surveillée. Seule sa famille peut lui rendre visite. D'ailleurs, à l'annonce de son retour à son domicile familial de la Patte d'Oie, des partisans ont tenté d'aller lui rendre visite, mais ont été refoulés par le dispositif sécuritaire. Rappelons que depuis le coup d'État du désormais président Paul-Henri Sandaogo Damiba à son encontre, c'était le 24 janvier dernier, Roch Kaboré était en résidence surveillée dans une villa ministérielle du quartier de Ouaga 2000. Les membres de son parti MPP, Alassane Balassa Kandé en tête, l'ex-président de l'Assemblée nationale et par ailleurs président du mouvement du peuple pour le progrès, avaient été interpellés le 27 mars dernier après avoir demandé sa libération. Rappelons également qu'à la suite de rencontres avec le président Damiba, la CEDEAO avait sommé les autorités burkinabées de libérer l'ancien président de façon inconditionnelle et sans délai. Vous l'aurez compris, alors que l'ex-président Roch Kaboré a pu regagner son domicile, il n'a toujours pas été remis en liberté. La Côte d'Ivoire entendra-t-elle l'appel de la famille de Thomas Sankara? Les avocats de la famille de l'ex-président burkinabé, assassiné lors d'un putsch en 1987, ont réclamé l'extradition de Blaise Compaoré. Ce dernier a été condamné à perpétuité dans cette affaire, mais il vit en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014, où il a obtenu la nationalité. On écoute Prosper Farama, l'avocat de la partie civile. Si ce n'est pas d'une parodie de justice qu'on veut, alors l'État doit mettre tous les moyens en œuvre, en respectant les droits des personnes condamnées. Nous insistons sur cela, pour que cette décision soit exécutée. S'ils doivent maintenant, après avoir droit à une grâce, à une amnistie, que ça se fasse dans les règles de l'art. C'est tout. Et moi, j'espère que la Côte d'Ivoire comprendra que ce jour-là, une question du destin d'un pays, et même peut-être d'un continent. Au Mali, le procureur du tribunal militaire de Mopti a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les événements de Moura. Et la mission de l'ONU aussi aimerait enquêter sur les opérations menées dans cette localité du centre du pays entre le 23 et le 31 mars. Selon l'armée malienne, plus de 200 djihadistes ont été neutralisés. Une version contredite par l'ONG Human Rights Watch, selon qui 300 civils auraient été exécutés par des soldats maliens associés à des combattants étrangers de la société russe Wagner. L'émissaire onusien El Ghassimouane a donc réclamé jeudi au gouvernement malien d'autoriser un accès impératif sur les lieux. On l'écoute. Si l'annonce mercredi par le procureur du tribunal militaire de Mopti de l'ouverture d'une enquête, y compris le déploiement sur le terrain du personnel requis, est une initiative bienvenue, il est impératif que les autorités maliennes apportent la coopération nécessaire pour que la MINUSMA ait accès au site des violations présumées conformément à son mandat. Les forces armées maliennes disent avoir neutralisé des dizaines d'éléments terroristes présents dans la zone. En parallèle, la MINUSMA a également reçu des rapports faisant état de graves violations des droits humains commises contre un grand nombre de civils au cours de cette opération. L'autorisation pour le déploiement d'une mission intégrée n'a jusqu'à présent pas été délivrée.
En Guinée, à peine investi et déjà inculpé par la justice, Ibrahima Kassori Fofana, président provisoire du RPG Arc-en-Ciel, a été arrêté. Avec lui, 3 autres anciens ministres du régime déchu d'Alpha Condé. Les 4 hommes ont été auditionnés dans le cadre d'une enquête préliminaire de corruption et de blanchiment de capitaux. Plus de détails avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Ibrahima Kassori Fofana, ancien Premier ministre, récemment investi comme président provisoire du RPG Arc-en-Ciel, le parti du président déchu Alpha Condé. Les anciens ministres, Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et enfin Oyegui Lavogui. Tous sont poursuivis pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. On ignore pour l'heure le fait précis qui leur sont reprochés. D'abord, auditionnés pendant 3 jours à la direction centrale des investigations judiciaires, ils ont été conduits mercredi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Aussitôt arrivés, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Conakry. Leurs avocats crient à un acharnement politique. Nous sommes dans une cabale judiciaire. C'est une justice expéditive que nous venons d'assister. Nous pensons que c'est purement politique. Tout ça, c'est purement politique. C'est une façon de neutraliser les adversaires politiques. C'est une façon d'anéantir les personnes qui peuvent être gênantes. C'est une façon de se servir de la justice pour intimider des personnalités qui ont géré ce pays. Le procureur spécial de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, n'a donné aucune réponse à notre demande d'interview. Selon leurs avocats, les 4 hommes comparaîtront lundi prochain devant le tribunal. C'est un rapport qui jette une lumière crue sur le traitement de la minorité Batwa en République démocratique du Congo et plus précisément dans le parc national de Kahuzi-Biega. L'ONG Minority Rights Group a enquêté sur 3 années de campagne d'expulsion de ce peuple de leurs terres ancestrales. Selon ce rapport, des gardes du parc et des soldats de l'armée congolaise ont tué au moins 20 Batwa, violés en groupe au moins 15 femmes et déplacés par la force des centaines d'autres après que leurs villages ont été réduits en cendres. Nous sommes en ligne avec Julie Barrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice des programmes juridiques auprès de Minority Rights Group International. Qui sont les Batwa et pourquoi font-ils l'objet de violences de la part des gardes du parc et des soldats de l'armée congolaise ? Alors, les Batwa font partie d'une minorité ethnique et sont membres d'une communauté autochtone qui vit dans la forêt, leur terre ancestrale, donc qui est située ici dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc cette forêt est devenue un parc en 1970, le PNKB, donc vous l'avez mentionné, le parc national Kahuzi-Biega, et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Donc, quand ce parc a été créé, il est devenu interdit dans le droit national congolais pour ces peuples de vivre ou même d'accéder à leurs terres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il s'agit d'un peuple autochtone, leur identité et leur subsistance dépendent totalement de cet accès à ces terres. Donc, quand ils y retournent, pour des raisons spirituelles, culturelles ou pour récolter des plantes médicinales ou pour se nourrir, ils font face à des violences de la part des gardes, des violences armées. Donc, en 2018, vivant dans l'extrême pauvreté, étant exclus de cette forêt et sans avoir bénéficié de réparations judiciaires après les premières expulsions, un groupe de Batwa a décidé de se réinstaller sur leur terre. Et c'est là qu'une vague de violence est survenue entre 2019 et 2021. Et ces violences ont été menées, comme vous l'avez dit, par les gardes du parc et les militaires congolais. Donc, Minority Rights Group International a commissionné un rapport d'un journaliste d'investigation, Robert Flammerfeld, qui a travaillé pendant 14 mois et a documenté de manière très minutieuse les violations graves des droits humains, en allant dans les villages, en parlant aux gens, allant aussi sur les tombes fraîchement creusées suite aux violences. Donc ces violences ont été quand même planifiées, organisées et commises par les gardes du PNKB contre les Batwa pendant la période que je viens de mentionner. Oui. Alors Julie Barrière, on comprend en lisant aussi votre rapport que des intérêts financiers sont aussi en jeu. De quel montant on parle exactement ?
Donc, il est impossible à ce jour de vous donner un montant précis. Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux organisations qui soutiennent le parc en RDC. Donc, c'est la KfW, donc la Banque allemande de développement, donc le gouvernement allemand, et USAID, le gouvernement américain. Donc, on ne peut pas déduire quel montant est alloué précisément au parc parce que c'est des politiques qui travaillent sur la conservation de plusieurs parcs au Congo. Mais combiné, on est autour de 75 millions d'euros alloués à la conservation. Donc, une partie assez conséquente serait donnée à le ICCN, donc directement l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Alors, on sait que les gouvernements allemands et américains ont été mis au courant de ces violences à l'égard de la minorité Batwa. Pourtant, ils n'ont pas retiré leur financement. En effet, ce qui est... c'est très difficile de dissocier, c'est-à-dire qu'en fait, ces gouvernements et organisations font partie intégrante d'un système de conservation. Donc, dont l'unique objectif, finalement, est la conservation militarisée du parc. Peu importe les conséquences. Donc, évidemment, cela n'est pas exprimé de manière si claire, si directe, mais les dommages collatéraux semblent être acceptés, même qu'il s'agisse de violations des droits de l'homme. Merci beaucoup, Julie Barrière, pour votre éclairage sur justement ces exactions contre la minorité Batwa en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le Rwanda commémore aujourd'hui le 28e anniversaire du génocide des Tutsis, un enjeu de mémoire pour plusieurs associations qui se sont lancées dans la collecte des témoignages des rescapés et leur digitalisation. C'est le cas de l'organisation Ibuka, de l'ONG Aegis Trust, qui ont pour objectif la construction d'un fonds documentaire en ligne. Voyez ce reportage de Simon Wolfart. Beata Mukarubuga s'apprête à livrer son témoignage. Cette septuagénaire a survécu au génocide. Paul Rokesha et son équipe de caméramans sont venus lui rendre visite. L'ONG enregistre son récit tragique pour alimenter des bibliothèques numériques. C'est pour faire connaître que nos parents ont été tués, nos enfants, nos maris, nos sœurs et frères, nos voisins. Alors, il faut continuer de parler. Depuis 2004, Aegis Trust a interviewé près de 300 victimes, mais 28 ans après les faits, nombreux d'entre eux vieillissent. On veut interviewer les personnes âgées parce que si on les laisse mourir sans donner leur témoignage, c'est toute l'histoire qui s'en va. L'urgence concerne aussi les archives produites par l'association de rescapés Ibuka qui a accompagné les survivants après 1994. Ces milliers de documents sont restés entassés au mémorial de Nyanza pendant des années. Depuis 3 mois, l'historienne Hélène Dumas travaille avec une équipe franco-rwandaise à leur triage et à leur numérisation. Toutes les pertes sont indiquées, à la fois les pertes familiales, mais aussi les pertes matérielles. Et c'est encore une fois un témoignage de ce qu'est un génocide, quand il n'y a plus rien. Cette histoire de la prise en charge par les rescapés eux-mêmes de problèmes qui sont des problèmes considérables, des problèmes matériels, des problèmes de justice, des problèmes de santé mentale. C'est une valeur historique majeure. Ce projet d'archivage de la parole des victimes vise également à empêcher la contestation de ces faits historiques. Ça va nous aider à lutter contre ces négationnistes parce que l'histoire, la vraie histoire va continuer à être à la disposition de tout le monde. Le génocide des Tutsis a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Le dernier recensement des rescapés date de 2007. À l'époque, il en restait environ 300 000. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour une nouvelle édition. À tout de suite.